Sur ce foin-là, on voit bien la différence. J'ai des boules différentes en fait, et on voit le foin plutôt de prairie, ou plutôt peut-être la deuxième coupe de marais, il m'avait dit l'éleveur qui nous le livre, tu vois, qui est très fin. Ouais, la première coupe elle est plus... Et la première coupe, ou même une autre partie, une autre prairie, c'est vraiment de la plante large comme ça là. Ça, j'adore ça. Ça c'est bon, il est facile à étaler, tout ça j'aime. Tu vois de la tige comme ça là, c'est pas du petit foin quoi. Ce foin il vient de prairies de marais de Sainte-Pazanne. C'est connu Sainte-Pazanne ça. Et donc l'avantage de ce foin c'est qu'il y a pas une quinzaine d'essences différentes, enfin d'espèces différentes. Ce qui fait que quand ils font le foin, les plantes sont à peu près homogènes, elles ne sont pas en graines. Donc quand le foin est mûr, ils le prennent au meilleur pour leur élevage de chèvres, parce qu'ils font du foinage de chèvre avec en plus, donc il faut qu'il soit qualitatif. Et on n'a quasiment pas de grainage dans les cultures derrière avec ces plantes-là. Après, si on a, potentiellement, tu penses que c'est des plantes qui pourraient repartir, toi, sur ton sol? Ben, j'en ai vu à 2-3 endroits, des petits bosquets comme ça, minuscules, donc sans gravité, qui ne s'étendent pas en fait. Et si par curiosité, on pourra aller voir la plante, du coup, je sais où en trouver de la vivante. Ouais. Ah oui, Bon, si on veut voir la plante, on peut faire semblant de voir la prairie en zoomant sur la partie. Donc c'est du fouinage, utiliser le foin sur des cultures, c'est pas n'importe quel foin au final. C'est pas foin tout court quoi. Ce foin de marais est génial. Moi, je sais pas les autres après, il faut les essayer tous quoi. Donc ça c'est la parcelle où il y avait la pomme de terre cette année, qui est la parcelle étudiée par Persis depuis, donc c'est la troisième saison. Ouais. Ouais. On ouvre les rangs en décalant le foin, on attrape les pommes de terre et on décale et on referme comme ça. Donc c'est très manuel, donc c'est plus long qu'une récolte à l'arracheuse, puis ensuite récolte manuelle au sol, qu'on faisait avant. Lorsqu'on faisait de la pomme de terre sur terre butée. Dès que c'est récolté, je balance des... Donc ici c'est un couvert de févrole avec parfois facélie, sarrasin, quand on ne sème pas trop tard pour avoir une petite pousse avant le gel. Ouais, donc tu as semé là la semaine dernière quoi. Ouais, donc à la volée, on balance des graines comme ça, puis après on passe le broyeur à travers tout ça pour que la graine vienne retomber en partie sous le foin et en partie dans le foin. Okay. Donc on surdose un petit peu le semis parce que c'est pas un semis qualitatif. Ouais, t'as un peu de perte quand même. Il y a sûrement de la graine qui n'est pas au bon endroit pour germer. Ouais. Et donc c'est assez rapide à faire derrière, on n'a pas à retoucher la terre. Donc au niveau agronomie, je trouve ça chouette parce qu'on est protégé, même en cours de récolte. Et le semis ne vient pas remuer la terre en plus, quoi. Parce que je trouve ça un peu dommage de faire un semis d'engrais vert, de couvert végétal, qui a de nouveau besoin qu'on mette des dents d'outils dans le sol, quoi. Ouais, d'avoir à retravailler le sol pour ouais. Un engrais vert dont la fonction c'est de structurer un peu le sol. C'est ça, donc, je trouve que c'est un peu incompatible. Alors c'est pas totalement, on a quand même un gain, on le sait, hein, d'avoir un couvert même si on travaille le sol pour le semer et pour l'enfouir après aussi d'ailleurs. Mais je trouve ça encore mieux. Ouais. Après il va falloir qu'il germe là. Et cette année c'est pas simple parce que l'eau pour venir mouiller sous une épaisseur comme ça, ouais. Qui est, alors du coup on va peut-être pas prendre l'endroit où c'est le plus épais quand même, mais un endroit moyen on va dire. Parce que du coup là il y a des creux, mais on va dire un endroit moyen, il a quand même pas mal de foin quoi. Et cette épaisseur de foin là, elle pose un problème d'arrosage par le dessus. Parce que j'évalue, avec cette épaisseur là, j'évalue, donc là c'est dosé à peu près à 40 tonnes hectares ici. Donc c'est la parcelle qui reçoit le plus de foin dans la rotation de 9 ans. Et si on arrose 20 mm, du coup il y a 10 mm pour le sol et 10 mm pour le foin. Okay. Donc si ça m'a fait changer la manière d'arroser moi. Puisque si on veut mettre 20 mm d'eau dans le sol, moi il faut que j'en mette 30. Et ça veut dire que c'est pas complètement gâché cette eau, parce qu'elle donne l'occasion aux micro-organismes de manger le foin. Ouais,
Ça commence à le dégrader aussi à partir de... Ouais, mais il y a certains moments de l'année où ça sèche tellement vite que je pense que c'est pas suffisant pour que les champignons s'installent, les bactéries. Et du coup, c'est de l'eau qui est presque gâchée. Alors pas totalement parce que selon les cultures, ça met une ambiance fraîche pendant un certain temps. Les choux par exemple, je trouve que c'est pas mal contre les altises d'avoir un foin humide. Donc c'est pas totalement gâché, mais en tout cas par rapport à l'irrigation elle-même, c'est gâché, quoi. Donc sur une ferme comme nous où on n'est pas très riche en eau, il faut calculer, quoi. Combien de fois j'arrose, et il y a un forfait de 10 litres par mètre carré qui est pas pour les plantes, quoi. Effectivement, pas d'humidité en surface. Ouais, ça va être sec. Sec. À l'interface entre le foin et la terre, on voit le début de la décomposition du foin. Et une année comme cette année où il y a eu très peu d'humidité, c'est moins visible. Mais normalement, on voit déjà le foin qui devient un peu du compost de foin, quoi. Un peu plus noir. Toi, tu as un sol qui est très sableux, donc qui naturellement reste aéré, mais quand il n'y a pas d'humidité, voilà, ça ne se tient pas du tout, quoi. Toi, ça fait combien de temps que tu fais ces apports là de foin? Là, c'est la 6e saison où on utilise le foin à la place du compost de bovin. Donc c'est un changement intégral de tout le système maraîcher qu'on avait sur base de compost de bovin. On a passé toute la rotation qui n'a pas changé, elle. Les légumes ont le même cycle qu'avant. Et je l'ai raisonné en me disant, voilà, il rentre tant de nourriture au sens large, hein, tous les minéraux dont on a besoin que je recherchais dans le compost. Et aussi la nourriture pour les petites bêtes qui vont libérer ces minéraux. Donc le côté énergétique du foin, on va dire, qu'on retrouve aussi dans le compost, hein, mais avec des proportions différentes. Donc les fameux C/N qu'on peut regarder par exemple. Et là, ce foin-là, il est autour entre 20 et 25 de C/N. Donc, du coup, c'est assez nutritif, mais moins qu'un compost. Donc il faut plus de matière, plus de tonnes de matière sèche que du compost, mais pas tant que ça non plus. Donc c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas besoin de se dire, tiens, je vais en mettre sur toutes mes parcelles. D'autant plus que ça m'embêterait parce que c'est du temps de travail de l'étaler. Moi je fais tout à la main, d'étaler le foin, de fouiner comme je dis. Mais du coup, pourquoi est-ce que j'ai changé? C'est que je voulais apporter d'une manière différente, c'est-à-dire plutôt par le dessus que par le mélange dans la terre. Donc ça, c'est plutôt nutritif comme rôle, c'est le rôle majoritaire, mais nutritif différemment d'un compost, quoi. Puisqu'il dans la chaîne alimentaire, il est un peu moins digéré déjà qu'un compost. Et donc il apporte des choses plus carbonées et il faut aller les chercher pour les petites bêtes. Donc il faut l'intégrer petit à petit, enfin les petites bêtes l'intègrent petit à petit. Donc c'était ça que je recherchais, c'était d'avoir une chaîne alimentaire un peu plus différente et peut-être un peu plus longue, on va dire, avec le rôle des vers de terre un peu plus important que lorsqu'on on incorpore du compost dans la terre. Pas que les vers de terre, hein, mais... Et l'autre rôle, il est mécanique, protecteur des intempéries, on va dire, au sens large. C'est de protéger le sol, plutôt les petites bêtes qui vivent dedans, en fait. Je me dis, mais pourquoi Maxime il pose ces questions? Il sait déjà tout ça, je comprends pas. Alors les choux, là, ils se sont pris quelques chenilles là, récemment, mais... Ouais, la dernière fois, ils étaient tout mous, mais ça se passe beaucoup mieux depuis. Alors ils ont eu un peu plus d'arrosage que la pomme de terre. Le champ de choux. Mais tu vois, les autres années, on voyait, même sans chercher trop, on voyait des petites taches jaunes de parasitisme. Là, j'en ai pas trop. Parce que toi, initialement, ce que tu avais fait, tu avais calculé l'ensemble des besoins de tes légumes à l'échelle de la rotation. Et en gros, qu'est-ce que le foin apportait et en quelle quantité il faut l'apporter pour couvrir tous ces besoins? C'est même plus précis que ça, c'est pas les besoins des légumes que j'ai calculé, c'est plutôt combien de nutriments j'exporte tous les ans avec ma vente de légumes. Donc j'ai fait un truc à la louche, je vends tant de minéraux, on va dire, d'azote, de potasse, de phosphore, de calcium, des choses comme ça. Alors j'ai regardé surtout les fameux NPK et puis un petit peu aussi magnésium et calcium. Il en sort tant de quantité par an, il faut que j'ai au moins ça qui rentre avec mon foin. Donc au moins ça, c'est important pour pas que ça s'appauvrisse, mais pas trop non plus, quoi. Donc pas aller en surdose. J'ai pas tenté le x2
pour dire comme ça je suis sûr qu'il y en a assez, c'est bon. Ouais. Pas sur un objectif d'augmenter les taux de matière organique. Alors ce que je dis là, c'est maintenant. Les 3 premières années, j'en ai mis un peu largement plus, pas le double, hein, mais largement plus parce que je me suis dit, si mon but c'est d'avoir un peu plus de matière organique, ben, il faut bien la fabriquer. Donc pour ça, c'est des bestioles, c'est des machins morts, c'est un mélange de vivant et de matière organique morte. Mais il faut bien en rajouter un peu plus au début si on veut augmenter le stock. Ouais. Mais maintenant, à la 6e année, j'ai arrêté je vais le moins possible, on va dire. Ouais. Et puis après, il faudra que je détecte éventuellement s'il y a des soucis de fertilité. Mais en fait, dans mon système, c'est pas le paramètre fertilité, il est plus ou moins résolu. Je pense que c'est pas du tout un paramètre limitant chez nous. Tu constates que tu as à peu près un équilibre là avec les apports que tu fais Bah, disons que les légumes poussent correctement quand ils ont assez d'eau. Ouais. Donc mon paramètre limitant n'est pas la fertilité, elle est plutôt l'humidité. Ouais. Alors la fertilité est liée à la présence d'eau ou pas, mais c'est pas la quantité de nourriture qui rentre dans le système qui pose défaut, qui fait défaut à mon avis chez nous. C'est plutôt la quantité d'eau disponible au bon moment pour les légumes. Enfin, pour les petites bêtes qui vont pouvoir manger aussi et rendre disponible pour les légumes. Et puis après, ouais, ce sentiment que tu as là, avec les analyses qu'on fait, l'idée c'est aussi de pouvoir suivre un peu ça et de voir si ça se confirme aussi dans les analyses. Avoir quelques éléments chiffrés. Donc dans les analyses, il y a des éléments aussi qui vont mesurer un peu la microbiologie. Ouais, la biomasse microbienne. Ouais. Donc ça m'intéressait pas mal. Sachant que sur les 5 ans de persiste, je ne sais pas si on pourra voir une évolution. Là, on n'en est qu'à 2 ans et demi, donc c'est trop tôt. Oui, bah, et puis l'échelle de temps sur le sol, 5 ans, c'est vraiment un minimum. Il faut être patient. Ouais. Moi, en fait, dans les objectifs que je recherchais, c'est pas juste mettre du foin comme ça à la place du compost. C'était d'essayer de continuer à faire du maraîchage biologique en optimisant le côté utilisation de la vie du sol. Utilisation dans le sens qu'il y en ait le plus possible et le plus varié possible pour plein d'autres raisons que le rendement aussi. On ne l'a pas trop évoqué en direct, mais dans le chou par exemple, parce qu'en fait en parallèle on a arrêté de mettre des produits cuivre, Bacillus thuringiensis pour lutter contre des chenilles par exemple. Bon, c'est les 2 choses qu'on mettait en fait. Et puis Dorifort, il y avait le Novodor qui est un autre bacillus. Mais bon, ça tombe bien, plus personne n'en met puisque c'est plus vendu. Mais en tout cas, nous on a arrêté il y a 6 ans aussi, en même temps que l'arrivée du foin. C'est des bactéries qui parasitent des êtres vivants qui sont là. Et quand on arrête de le faire, on a eu un exemple où ça le faisait à notre place par un parasite local. Ouais, sur le chou. Sur la pyrite du chou. Sur la teigne du poireau, on n'a rien observé qui remplaçait. Donc c'est le filet plastique, le filet anti-insecte qui joue ce rôle qu'on avait déjà avant. Hein. Mais du coup, on le met sur toute la durée de la culture. Donc ça c'était tu peux me poser la question si tu veux, c'est plus interactif, parce que je parle tout le temps. La question c'était le paillage au niveau thermique. Ouais, au niveau thermique, comment tu gères avec un paillage de foin ou autre? De foin. Bah, moi j'ai fait que le foin. Ouais. Bah, dès la première année quand j'ai mis un mulch de foin sur mes tomates, donc nous on plante les premières tomates en semaine 12, donc en mars. Donc la fin du risque de gel c'est mi-mai. Donc il y a tout un moment de l'année où ça risque de geler. Donc on avait décidé de mettre le foin, c'était la première année, on était content de mettre du foin. Hop. Et puis le problème c'est qu'on avait déjà entendu parler, on s'était renseigné, mais on s'est dit bon ça va passer quand même. Mais en fait ça change énormément la thermique des serres, vu que ça fait une coupure isolante au niveau du sol. Il y a beaucoup moins de transfert dans la journée du soleil vers le sol et la nuit du sol vers l'air froid de la serre. Donc c'est hyper efficace comme isolant. Et la première année, on a gelé pour à peu près, on va parler en euros, 5 000 € de légumes d'été. Pas de coût de plan, mais de coût de vente qu'on n'a pas eu les premières semaines. Là, je regarde.
Là, on est sec. De nouveau. Donc c'est un sol qui est plus ferme hein, quand alors on est sec en surface, mais en dessous il y en a un peu plus. C'est un sol bien plus ferme que quand il est travaillé par un outil. Hein. C'est de la graminée, hein. Alors c'est du foin de marais, c'est pas du foin de nos prairies à nous. Mais quand même ça reste une plante qui n'est pas trop éloignée de ce que sont capables de manger nos bactéries à nous. C'est pas très étrange comme du bois par exemple. On peut faire ce choix là aussi, faire des mulches avec du broyat de bois. Et c'est la flore, champignons, bactéries, colamboles, etc. qui habitent ici d'une manière sauvage, on va dire, naturelle, même si c'est transformé par nos pratiques quand même. Globalement, elle sait manger ça, quoi. Donc elle sait le mettre à profit. Et ça, c'était un des arguments. Alors c'est pas celui qui m'a fait décider en premier, c'est vraiment la disponibilité qu'a choisi au début. Mais après coup, je me suis dit, c'est pas idiot en fait de donner ça à manger. C'était plus facile aussi. Ouais, c'est digeste quoi, sous tous les aspects. Ça c'est appréciable.